France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est reparti et on est de retour en force pour cette semaine qui commence en ce lundi 4 décembre pour le grand forum spécial Afrique. Oui, attendu, on en a parlé toute la semaine dernière, on a teasé dessus et c'est aujourd'hui le grand jour. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Hanan Zawani, comment va-t-elle? Bonjour Christophe, salam alaikum chers auditeurs. Écoutez, ça va très bien, hyper contente d'être à lundi, ça fait une semaine qu'on attend ça. Oui. Donc vive l'Afrique. Et Maïssa Leroy qui également est en train de se garer, donc elle arrive dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Hanan, on va parler de quoi dans ton avis tranché tout à l'heure? Alors dans mon avis tranché, on va parler du massacre de Tiaroy, oui, quand l'armée française décimait ses indigènes. Donc un massacre qui a eu lieu près de Dakar au Sénégal le 1er décembre 1944 et qui a été quasiment passé sous silence pendant 70 ans. Oui, voilà, occulté. Absolument. Ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, on va parler de la militante et altermondialiste Aminata Traoré, donc qui est malienne. Très bien, et on parlera des médias avec Maïssa dans son avis tranché et du dernier film de l'excellente Nawel Madani qui est sorti la semaine dernière. C'est tout pour moi, c'est le titre du film, je crois que c'est ça, ouais c'est ça. C'est ça. Donc elle a choisi de nous en parler, je suppose qu'elle a été le voir. Et t'as été le voir toi Anna? Il me paraît qu'il est bien. Non, j'ai pas été le voir, mais par contre j'ai vu cet émouvant témoignage qu'elle fait sur le fait qu'elle a eu un accident quand elle était petite, qu'elle avait pas de cheveux, elle était aux larmes aux yeux. Enfin, c'est un témoignage vraiment très très touchant. Donc, de toute façon, on adore Nawel et puis on espère aller la voir bientôt. Alors, on verra ce que nous en dira tout à l'heure Maïssa Leroy dans son coup de cœur. Donc, un spécial Afrique comme l'on annonçait. Donc, ma chère Nawel. Hanan. Ouais. Toi, c'est Hanan. Hein. Nawel, c'est l'autre. Ouais. Voilà, tout va bien. Il veut bien son public. Hein. Ouais. Écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va parler de l'Afrique aujourd'hui. Alors, évidemment, par rapport au fait que Emmanuel Macron soit parti en Afrique, une petite tournée qui l'a mené dans 3 pays, qui va l'emmener d'ailleurs dans un 4e pays ce mercredi puisqu'il sera en visite en Algérie. Ah, ça a été confirmé. Oui, ça a été confirmé, absolument. Il y a eu pas mal de blagues sur internet comme quoi c'est avait annulé. Alors, il serait bel et bien là, c'est pour une journée en fait. Il arrive le matin, il repart le soir. Mais il a un agenda assez serré, chargé donc en Algérie ce mercredi 6 décembre. Donc l'occasion nous était donnée finalement de faire focus sur un continent dont on parle peu, mais qui est très convoité et pour bien des raisons, à bien des égards évidemment. On en reparlera avec celui qui est déjà avec nous sur France Maghreb 2, arrivé dans nos studios. On va le saluer d'ailleurs. Jonathan Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au Bondi Blog. Oui, exactement. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je travaille au Bondi Blog auprès de Nassira El Mouadem, la directrice de la rédaction, et Leïla Kouel, la rédactrice en chef adjointe. Alors, on sera rejoint tout à l'heure, ma chère Hanan, par un autre invité de negronews.fr. Voilà, Régis Mutombo, je crois. Oh là là, j'espère que je écorche pas son nom. Donc, qui est le fondateur du premier site d'information des Noirs de France. Negronews.fr. Donc, Negronews avec qui est énormément suivi. Il y a pratiquement 500 000 personnes qui suivent sur la page Facebook, 6 millions de vues sur le site internet. Donc, il va nous parler de pourquoi est-ce qu'il a créé ce média. Et nous donner son point de vue aussi sur sa vision de l'Afrique, pourquoi pas. Cher Jonathan, Hanan, auditrice, auditeur, nous allons évoquer 4 thèmes que nous avons choisis. Parler d'abord de la Chine-Afrique, parce que la Chine est un partenaire qui s'est bel et bien implanté en Afrique, qui a appris et pour donc des marchés importants. Nous parlons évidemment de la France-Afrique et par-delà bien sûr du CFA, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, du franc CFA. On parlera aussi de la colonisation avec les propos de Macron. Et d'ailleurs, je vous ai retrouvé une interview récente où il reparle encore de la colonisation. Est-ce qu'elle perdure, en tout cas au moins dans les esprits? Et puis de la femme africaine, son rôle, son émancipation. Nous en parlerons donc au travers de ces 4 thèmes. Jonathan, ça vous va? Ah y a pas de problème. Bon, bien super. C'est parti pour le LGF avec cette question du jour aujourd'hui. Tiens, on parle de foot sur Twitter et sur Facebook pour y répondre. Vous savez qu'on a connu maintenant les groupes pour la Coupe du Monde 2018
2018 en Russie. Et on connaît donc les adversaires du Maroc et de la Tunisie. On vous demande la question toute simple. Quelle est selon vous l'équipe du Maghreb qui risque de passer le premier tour? Maroc ou Tunisie? Vous répondez donc sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Voici pour l'heure le C'est arrivé. Bienvenue sur France Maghreb 2. Bonne semaine. C'est le LGF, votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h. Journée nationale du cinéma indépendant, journée internationale des personnes handicapées aujourd'hui. Allez, pour les anniversaires de célébrités, on va commencer avec Abdel dans la série Plus belle la vie. Il s'appelle Merwan Bereni. Il a aujourd'hui 29 ans. Bon anniversaire également à celle qui a dit un peu sur Insta qu'elle avait craqué pour une youtubeuse française, Paola Locatey. C'est l'actrice et mannequin Tyra Banks qui fête aujourd'hui ses 44 ans. 46 ans pour le journaliste Émeric Caron. Tiens, petite anecdote sympa d'ailleurs pour les anniversaires, c'est celui de Picsou. Le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou, Picsou. Il a aujourd'hui 70 ans. Bon anniversaire à celui qui a remporté en 2010 l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Otis Bad Black dans Crazy Hearts. C'est l'acteur Jeff Bridges qui fête aujourd'hui ses 68 ans. Bon anniversaire également à celui qui a beaucoup d'argent, Jay-Z. Il a par ailleurs confirmé la rumeur d'un album avec Beyoncé. Jay-Z a 48 ans aujourd'hui. Et enfin, pour être complet, on va souhaiter un bon anniversaire à un acteur. C'est l'anniversaire de Jean-Pierre Daroussin qui a 64 ans, que je vous propose de réécouter, notamment dans Le cœur des hommes. Moi, je peux m'endormir à côté de vous sans vous toucher. Est-ce que c'est pas un peu vexant? C'est ce qu'on appelle une épreuve, et tu dois l'accepter. Il est devenu bouddhiste, le charcutier, là? Du genre, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Nous allons partir maintenant à 4 décembre 1974. Vous parlez de cette nouvelle avancée pour la contraception. Oui, une nouvelle loi autorise à 4 décembre 1974 la délivrance de la pilule contraceptive aux mineurs et sans l'autorisation de leurs parents. Elle garantit anonymat et gratuité dans les centres de planification familiaux. Ce nouveau texte vient parfaire la loi noviste du 28 décembre 1967 qui légalise l'utilisation de la pilule. C'était un 4 décembre 1974, une nouvelle avancée pour la contraception. Une disparition un 4 décembre en 2005, celle de Gloria Lasso, chanteuse. Et puis en 1950, le Dalai Lama devient chef d'État au Tibet, pays envahi par la Chine. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec Alan Zawani qui est avec nous et Maïssa Leroy. Comment va-t-elle, oui, Maïssa? Ça va, merci. Et ça toi? fait longtemps, Maïssa? Ben oui, ça fait longtemps. Ouais, tu as une mine rayonnante. Merci. Oui, tu rayonnes comme d'habitude. Et notre invité qui est avec nous, Jonathan Baudouin, donc du Bondy Blog. Jonathan, tiens, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que le Bondy Blog pour ceux qui viendraient d'une autre planète et qui ne connaissent pas encore le Bondy Blog? Ah bah avec plaisir. Hein. Déjà, le Bondy Blog, il a une histoire particulière parce que qu'elle est liée aux révoltes qui a eu lieu en octobre 2005, les morts de Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois. Ouais. Donc ce sont au départ, ce sont des journalistes suisses qui sont venus faire des reportages à Bondy. D'accord. Et par la suite, ils ont confié un peu les clés du camion auprès des habitants de Bondy, donc les Bondinois, ouais. Qui ont repris le flambeau et du coup le Bondy Blog s'est professionnalisé de manière à ce qu'il y ait aujourd'hui deux journalistes reconnus, à savoir Nassira El Mouadem et Leila Kouel, qui en sont à la tête. Et puis à peu près une trentaine de pigistes, dont quand même, moi, hein. C'est sérieux, moi, hein. Ouais. Ah bah on est sérieux, on fait en sorte de l'être, de parler des quartiers, de suivre aussi l'actualité nationale avec le point de vue des quartiers populaires. Alors, donc c'est quoi votre sujet vos sujets d'attaque? Oh, il y en a. C'est les faits en fait. Oui, voilà, il y a des. Hein. Non, mais ça peut être des faits d'actu. Là, je repense justement à la mort de Yacine à Aulnay, qu'on suit attentivement. Notamment, je pense à mon collègue Mohamed Ben Saber qui a fait d'excellents papiers sur ce sujet. Est-ce que l'affaire Massar, par exemple, vous y intéressez en ce moment? L'affaire Massar, c'est de ce jeune qui est mort suite à une interpellation à la police à la gare du Nord. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce que on en parle de plus en plus? Alors, je serais tenté de dire la deuxième option. On en parle de plus en plus. On en parle peut-être un peu mieux que d'autres. Quand je repense l'année dernière à la mort d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise, on a
cité au Bondi Blog parmi les médias qui en ont le plus parlé. Oui. Donc on a essayé de suivre un petit peu de suivre cette histoire le plus possible. Ouais. Donc, Mais là, sur les violences policières, quand même, comparé à 2016, excusez-moi l'expression, mais on a explosé les chiffres de morts. Donc il y a beaucoup plus de morts cette année en 2000. On était pratiquement 22, je crois. Mais est-ce que c'est parce que les familles ne se laissent plus faire en fait? Parce qu'à l'époque, quand ils donnaient quand ils donnaient les conséquences du décès, aujourd'hui, elles ripostent, elles contestent, elles disent non, c'est pas possible que mon enfant soit mort comme ça. Et du coup, forcément, ça ouvre le doute et du coup, oui, tout à fait, Maïssa, oui, t'as raison, c'est vrai. Il y a de ça, mais il y a aussi. Il y a les deux, quoi, ouais. Il y a aussi des collectifs qui sont formés sur la question des violences policières. Je pense notamment au collectif Urgence Notre Police Assassine, d'Amal Bentounsi, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, il y a divers paramètres à prendre en compte. Il y a une meilleure organisation, oui. Ouais. Mais après, nous faisons aussi d'autres sujets. Oui, bien sûr, c'est pas le c'est pas votre spécificité que des violences policières, il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est ce qu'il y a et personne d'autre n'en parle. Donc, finalement, c'est vrai. Voilà. C'était tout à l'heure en Euro aussi. Non, ils sont présents sur les sujets de l'islamophobie, sur les sujets écologiques, politiques. Le mainstream ne relaie pas. Voilà. Et en tout cas, il y a vraiment la sensation que j'ai, et elle est réelle, je pense, c'est qu'il y a un vrai débat contradictoire au niveau du Bondi Blog. Voilà, on a une vision qui est différente de ce qu'on peut lire ailleurs. Voilà, traite l'information différemment. De toute façon, dès qu'une personne va dire des vérités et va finalement donner des droits à ce qu'on appelle minorités, ça va déranger le mainstream qui essaye justement d'étouffer un peu cette partie de la population qui est existante. Et du coup va essayer de discréditer à chaque fois autant qu'ils puissent le faire c'est vrai justement se crédibiliser eux davantage. Mais alors le Bondi Blog s'était fait remarquer notamment par rapport à un reportage diffusé sur France 2. Vous vous souvenez, on avait sur France 2 en tout cas dit que quand on est une femme on ne peut pas rentrer dans un café à Sevran et l'enquête. Un bar PMU. Un bar PMU, oui, exactement. Et l'enquête, Nassira, donc la directrice du Bondi Blog, avait fait une contre-enquête et avait démontré que tout ça était complètement faux. Et voilà. Et après, France 2 avait eu du mal à réagir d'ailleurs pour admettre son erreur. Je crois d'ailleurs qu'elle l'a jamais admise. On attend toujours. Voilà, on attend toujours. Ouais. On attend toujours. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que le reportage, c'est qu'il a été essentiellement fait par des militants associatifs. Et c'est pas la journaliste qui a mis sa signature, qui a mis son nom, qui l'a réalisé. C'est ça qui pose problème au niveau déontologique. Ouais, effectivement. C'est pas normal, faut qu'il y ait une objectivité quand on fait ce genre de reportage-là. Enfin, normalement. Alors, on va parler... Objectivité, une certaine loyauté au moins. C'est plutôt ça que... Pour commencer, oui. Alors, on va parler évidemment, vous avez compris, Afrique, parce que Emmanuel Macron est parti en Afrique la semaine dernière, il a fait 3 pays. Il a fait le Burkina Faso, Côte d'Ivoire, le Ghana. Et il se rendra en Algérie, je rappelle, mercredi. 6 décembre, donc mercredi, pour une journée de visite. Emmanuel Macron a un agenda apparemment très serré. On va essayer de parler de ce continent, Jonathan Baudouin, Anan et Maïssa, parce que c'est un continent qui est très peu, on en parle très peu, mais il est très convoité par contre par beaucoup de pays. On va commencer par la Chine, on va en parler dans un instant, mais juste auparavant, je voulais vous rappeler la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. Je sais que ça va faire plaisir à Maïssa et à Anan. Oui. On parle de foot dans cette question du jour. Pas du tout. Alors vous savez qu'on a tiré au sort. On a tiré au sort les premiers groupes pour ce mondial 2018. Donc on connaît les adversaires du Maroc et de la Tunisie. Du coup, on vous demande si quel est le pays du Maghreb, Maroc ou Tunisie, parce que l'Algérie n'y est pas. Ça va. Quel est le pays du Maghreb qui a le plus de chances de passer le premier tour? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. J'avoue ne pas avoir regardé les tendances du tout. Si Anan peut m'aider sur le coup, ça m'arrangerait un petit peu. Voilà. Ça, tout de suite. Voilà, c'est gentil. Et puis alors vous parlez aussi de Manuel Valls parce que ça les médias ne vous en parlent pas et pourtant vous savez qu'il y a eu un recours de déposé par son adversaire Farid Amrani au Conseil constitutionnel. Et bien sachez que l'audition de Farid Amrani a eu lieu aujourd'hui et que le Conseil constitutionnel rendra sa réponse dans les tout prochains jours. Est-ce que Manuel Valls va continuer à être député? Réponse, j'ai envie de dire dans quelques jours. C'est
peut-être pas par hasard que l'on voit Valls partout en ce moment. Peut-être qu'il cherche à je sais pas, à faire, vrai que ça fait ne pas se faire oublier, peut-être. Ça fait 1 mois et demi. Il est sur tous les plateaux. Mois qu'il est sur tous les plateaux avec un seul et unique discours qui est sur l'islamophobie, islamisme musulman, qu'il arrête pas, et que notamment au niveau des réseaux, il y a pas mal de personnes qui se posent la question de pourquoi il est autant invité. Donc je sais pas si toi, Jonathan, t'as un avis là-dessus. C'est à se demander. En tout cas, il y a une rumeur qui commence à courir que peut-être il serait tête de liste sur les européennes, et du coup il est en train d'affiner son discours islamiste, parce qu'aujourd'hui c'est le seul à le porter. C'est le seul à le porter, quoi, on va dire. Ouais, heureusement. Voilà. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi le fait qu'il préside une mission parlementaire par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Il y a puisque normalement l'an prochain il y aurait un référendum d'autodétermination du côté de Nouméa, et que donc la question peut-être d'une éventuelle indépendance de la Kanaki serait en jeu. Ouais. Et Valls a été nommé à la tête de cette mission parlementaire, dans laquelle normalement devait se mettre Jean-Luc Mélenchon, et le député de la France Insoumise. Ils sont pas franchement amis. Voilà, il a refusé, et puis les mésententes se sont un peu accumulées au fil des semaines. Ouais, très bien. En tout cas, on attend la réponse. Dites donc, Manuel Valls. On espère qu'il va rendre gorge de sa fameuse expression. Ouais. Concernant Edoui Plenel. Ouais, oui, exactement. Ouais. Bon, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Et puis, il y a une autre information qu'il va falloir guetter de très près, messieurs, dames. Cette semaine, ça va se passer probablement d'ailleurs mercredi. C'est l'ambassade des États-Unis en Israël qui va peut-être quitter Tel Aviv pour Jérusalem. Donald Trump doit théoriquement faire connaître sa décision aujourd'hui, mais peut-être que ce sera plus mercredi à l'occasion d'un grand discours, très attendu d'ailleurs. Le déménagement donc de l'ambassade américaine à Jérusalem, c'était une promesse, vous vous en souvenez de Donald Trump, une promesse de campagne, mais c'est surtout la promesse d'une explosion dans le monde arabe, une véritable inquiétude côté palestinien. Et il semble vraiment que Donald Trump annonce mercredi son déménagement. Vous en avez entendu parler il y a quelques jours, on l'avait tweeté sur la page du LGF. On a une télévision israélienne en fait qui a carrément affirmé que oui, l'ambassade serait transférée à Jérusalem, et du coup on a les autorités américaines qui ont affirmé en fait, qui ont dit que non, pas du tout, ils n'avaient pas du tout pris cette position-là. Et du coup, Trump en fait a expliqué que tant que il n'avait pas avancé sur les accords et les protocoles de paix, qu'il prendrait pas cette décision. Donc je pense pas qu'il ira jusque là. Enfin. Bah écoute, ça dépend des bruits qui courent en ce moment. Ouais. C'est vrai effectivement, c'est qu'il pourrait effectivement annoncer cette information qui pourrait engendrer une explosion dans cette région. Reconnaissant Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. Donc ça va être compliqué là. Ça va être affaire à suivre en tout cas. Ça risque d'être pour mercredi. Mais avec Donald Trump, on n'est plus à une surprise près. Il peut évidemment retourner sa veste. Voilà. Tu veux les oui. Alors par rapport à la question. Alors Tunisie ou Maroc? Alors 66% Maroc et 34% Tunisie. Ça c'est sur Facebook? Oui, puis sur Twitter, j'ai pas été regarder, Christophe. Bon, Maroc. Voilà. Vous êtes chaud Maroc, quand même, les gars. J'ai entendu, ils sont pas dans le même groupe que la France et l'Espagne. Ah non, pas du tout. Que l'Espagne et que le Portugal. Bah oui, ils vont se faire sortir. Oui, mais je comprends pas. Ouais, moi j'aurais mis plus une pièce sur sur la Tunisie, moi perso. Mais bon. En tout cas, vous continuez à voter. Bien sûr, sur France Maghreb 2 jusque 18h, enfin même au-delà d'ailleurs, pour participer à notre sondage. Allez, si je vous mets cette petite musique, je suis sûr que vous la connaissez. Myriam Makeba à l'instant sur France Maghreb 2. Ah ouais, grande dame bien sûr. Pour parler de l'Afrique, bien sûr avec notre premier invité, Jonathan Baudouin du Bondi Blog qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans cette émission. Jonathan, pour évoquer d'abord ce tout premier terme, on va parler de la Chine parce que la Chine s'est véritablement imposée depuis ces dernières années en Afrique. Alors, de quelle manière la Chine a su s'imposer et à prendre quand même des marchés considérables? Je pense par exemple à l'Algérie. Par exemple, la Chine est très très implantée en Algérie.
on va dire que la stratégie de la Chine en Afrique, c'est vraiment lié à sa puissance économique qui s'est fortement développée depuis une trentaine d'années. Et donc du coup, comme elle veut aussi s'ouvrir par rapport au reste du monde, elle est quand même dans une tradition plutôt libre-échange, pas dans le protectionnisme comme on peut le remarquer de la part des États-Unis de Trump, dont on parlait à l'instant. Ouais. Bah, du coup, elle s'oriente vers l'Afrique qui est véritablement un objet de convoitise en raison de ses minerais ou de ses matières premières comme le pétrole ou le gaz. Et du coup, pour bon nombre de pays africains, moi je pense à la République démocratique du Congo, dont je suis originaire, il y a une demande assez forte de la part de la Chine qui en retour fait des investissements qui se comptent à plusieurs milliards de dollars. Là, en l'occurrence, je pense à des investissements qui veulent former une nouvelle route de la soie. Ouais. Qui passerait par l'Afrique de l'Est et plus précisément par le Kenya, qui sera à hauteur de plus de 36 milliards de dollars. Donc c'est quand même pas considérable. Rien. C'est quand même pas rien. Et d'un autre côté, l'ensemble des échanges commerciaux entre Pékin et l'ensemble du continent africain, ça a pris des proportions énormes. C'était 10 milliards de dollars en 2000. C'est passé à 100 milliards de dollars en 2010. En 2013, ça avait atteint pour la première fois la barre des 200 milliards de dollars. Et l'objectif avoué par les autorités chinoises, ce serait que ce soit 400 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Donc, comprenez par là exportation et importation en 2020. Et ça veut dire que la Chine veut devenir le premier partenaire avec l'Afrique ? Bah, en fait, elle l'est déjà. Ouais. C'est juste qu'elle veut vraiment renforcer sa place. Ah oui, renforcer. Mais en même temps, elle le fait parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas toute seule dans l'histoire. Il y a la France, on en reviendra un peu plus tard. Il y a aussi les États-Unis qu'on oublie un peu, mais qui ont pourtant été des partenaires historiques de bon nombre de pays africains. Ouais. Et il se trouve que il y a quelques années, j'avais écrit un article à propos d'un sommet États-Unis-Afrique qui avait lieu en 2014, où là à l'époque c'était Obama qui était au pouvoir, et du coup il y avait bon nombre de grandes multinationales états-uniennes, Google, Facebook, General Electric, qui venaient en grande pompe et annonçaient des projets d'investissement à plusieurs milliards de dollars. Alors ça prouve à quel point les grandes puissances ont les yeux fixés sur le continent qui offre de grandes perspectives de croissance économique, puisque c'est l'obsession, on va dire, mainstream, que personnellement je réprouve quelque peu quand même, vu les dégâts que ça laisse au niveau de la santé de la planète. Voilà. Est-ce que il y a des pays où la Chine est vraiment très implantée, plus que d'autres par exemple ? Est-ce qu'il y a un véritable choix fait par ce pays ? Alors il y a pas tellement de véritable choix, c'est surtout en fait un levier diplomatique. Ouais. Et en l'occurrence, ça repose sur deux piliers. La non-ingérence de la part de Pékin envers les gouvernements locaux, mais surtout une volonté affichée qu'il n'y ait pas de reconnaissance de Taïwan. Parce que peut-être pour faire vite, quand on parle de la Chine, il faut dire la République populaire de Chine. Ouais. Parce qu'en 1949, au moment où Mao Tse-tung et les communistes prennent le pouvoir, la Chine est en fait séparée en deux. Il y a la Chine continentale et puis il y a l'île de Taïwan qui est restée dans le giron des nationalistes autour de Chiang Kai-shek, l'ancien grand leader chinois du début du XXe siècle, et donc et soutenu par les États-Unis par ailleurs. Et donc du coup, bon nombre de pays africains liés à Washington entre autres avaient reconnu Taïwan, et maintenant par rapport à la puissance économique de l'ex-empire du milieu, il est question que les États africains reconnaissent de moins en moins Taïwan
pour avoir des investissements, des projets d'infrastructure. Après, moi, il y a une question que je me pose quand même parce que ça revient quand même pas mal. Donc voilà, il faut savoir que les Africains ont vraiment déjà une image positive, voire même très positive de la Chine. Mais on en revient toujours à la même histoire, c'est à savoir que la Chine en fait est en train de conquérir l'Afrique d'un point de vue économique, on peut le dire. Mais que va en retirer réellement l'Afrique? Aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est que effectivement, il y a des investissements importants, mais du coup, les Chinois viennent avec leur main-d'œuvre, viennent avec leurs matériaux, donc ils créent pas réellement de richesse au niveau local. Donc voilà, ça pose quand même pas mal de soucis. Et en plus, il y a du fait des investissements importants, donc il y a des financements de chinois en fait qui sont pris par les États africains. Donc ce qui fait qu'en fait l'Afrique est en train de pratiquement se surendetter. Donc à un moment, quelle autonomie politique, économique ils vont avoir, et est-ce qu'on n'est pas en train de petit à petit remplacer la Chine-Afrique entre guillemets, on n'est pas en train de remplacer la France-Afrique par la Chine. Oui, c'est une question qui se pose effectivement. C'est en fait on a un phénomène de substitution. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup discuté, notamment sur la question des conditions de travail, puisque il se trouve qu'il y a quelques années, il y a eu des articles comme quoi en Zambie, l'opposition avait fortement critiqué l'attitude des entreprises chinoises et qui emploieraient massivement des travailleurs chinois au lieu de la main d'œuvre locale. Exactement. Normalement, ils devraient jouer le jeu. Donc voilà. Donc c'est ça aussi. Mais d'un autre côté, et ça justement tu l'as évoqué à juste titre, c'est que l'opinion publique africaine est très positive à propos de la Chine. Ouais. Alors il y a plus... forcément, ils viennent avec leurs investissements, ils voient des infrastructures se monter, des ponts, des barrages, des hôpitaux. Non, mais c'est surtout c'est d'autres partenaires en fait. C'est d'autres partenaires que les partenaires historiques, à savoir les pays occidentaux qui sont d'anciennes puissances coloniales et les États-Unis. Donc ça inclut un nouveau rapport de force qui rend un petit peu les Africains avoir un problème de riche finalement, parce que ça leur permet. Alors la Chine est un partenaire, le partenaire le plus important en Afrique, on le disait avec Jonathan Baudouin du Bondi Blog. On va parler d'un autre partenaire qui essaie de résister tant bien que mal, c'est la France, qui a quand même mis pas mal d'entreprises qui travaillent sur le continent africain. Macron est parti en Afrique la semaine dernière, visitant 3 pays, si je ne m'abuse, le Burkina Faso, le Côte d'Ivoire et le Ghana. Et il passera par l'Algérie ce mercredi 6 décembre. D'autres visites évidemment sont prévues, mais l'Afrique est un continent important que Macron essaie de reconquérir. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de reconquête pour la France en matière de partenariat avec l'Afrique? On peut en parler justement parce que j'ai regardé sur le site de l'INSEE les échanges commerciaux entre la France et le continent africain. Alors en 2014, c'était à hauteur de 54 milliards d'euros. Ouais. Et c'est en 2015 51,7 milliards. Donc c'est en baisse. Donc c'est en baisse dans l'ensemble. Mais ce qui est à noter, c'est que quand on regarde la balance commerciale, c'est-à-dire si c'est un excédent ou un déficit commercial, là par contre, on voit que c'est un excédent, et c'est un excédent qui a augmenté. Quand on prend ces 2 années selon l'INSEE. Donc cela veut dire qu'en fait, la France, elle maintient quelque peu ses exportations, mais surtout, elle importe beaucoup moins. Ouais. C'est ça que ça veut dire. On va en parler avec justement le franc CFA qui a été beaucoup discuté justement devant les étudiants de Ouagadougou. Maïssa Leroy dans un instant pour son avis tranché, pour nous parler des médias. Oui, des médias comme d'habitude. Très bien. Et puis à suivre le zapping et l'avis tranché également de Anan Zamani. Et nous allons parler évidemment de la France-Afrique, mais aussi de la colonisation. Est-ce qu'elle perdure au moins dans les têtes en Afrique, et de la femme africaine? Voilà les thèmes que nous allons aborder d'ici 18h sur France Maghreb 2. Et LGF, le grand forum avec Maïssa Leroy, avec Anan Zamani qui sont avec nous en ce lundi 4 décembre dans cette émission spéciale Afrique, et Jonathan Baudouin qui est avec nous du Bondi Blog.
sur France Maghreb 2, Jonathan, avec qui on a parlé donc dans un premier temps de la Chine, donc qui est donc le premier partenaire du continent africain. Nous allons parler d'un autre pays qu'on connaît bien puisqu'on y est, c'est la France, et du franc CFA. On parlera aussi de la colonisation, et tout à l'heure, pour terminer, de la femme africaine, bien sûr, tout à l'heure, pour terminer cette émission avec un deuxième invité qui nous rejoindra du site negronews.fr, un site d'ailleurs qui est très 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 suivi. Donc on y reviendra tout à l'heure. Pour l'heure, on va parler d'un autre sujet tout aussi intéressant, c'est les médias avec Maïssa Leroy, dont voici le jingle. C'est parti pour la vie tranchée. Les médias et le paternalisme des médias. Oui, c'est ça. J'en ai marre, Christophe. Mais tellement marre des ramassis de conneries que j'entends sur le service public. Et heureusement que je n'ai pas de télé sponsorisée par nos impôts, quoi. Écoutons. Je fais ce que je veux, mon gars. Hein? Voilà. Bon, voilà, on est la France, avec les gens issus de l'immigration. Non, mais enfin... Mais arrêtez. Si j'étais, mais c'est fini la colonisation. Moi, si tu m'appelles mon gars, je Non, mais moi, je vous appelle pas mon gars. Non, mais enfin, tu parles tout le temps, alors je voudrais te répondre. Pourquoi vous me tutoyez? Pourquoi vous me tutoyez? Monsieur, vous parlez tout le temps. Non, mais pourquoi? C'est quand même la preuve. Non, parce que souvent... Est-ce qu'on va laisser parler Bernard Kouchner sur ce sujet? Oui, pardon. Donc c'était pendant l'émission politique, c'était Yacine Bellatar et Bernard Kouchner. Donc vous voyez toute l'assemblée autour de la table, et quand il arrivait à discuter avec Yacine Bellatar, s'est mis à le tutoyer et à l'infantiliser en lui disant mais mon gars, et en fait aujourd'hui on n'en parle pas assez de ce paternalisme, de ce dédain et de l'infantilisation pour nous, seulement nous, issus de la minorité, comme ils aiment l'appeler, et qui depuis, qu'ils le veuillent ou non, devient majorité. Le problème n'est pas seulement ce qu'ils disent, car l'intolérance et le racisme, sans parler de l'islamophobie, ont toujours existé. Le problème, le réel problème, c'est qu'on les voit partout, tout le temps, que ça soit cinéma, télévision, médias, internet, et que leur parole se propage, s'ancre et devient vérité. Vérité pour passer inaperçue, ou du moins, soi-disant, défenseurs des droits et des libertés. Les médias font de temps en temps les pseudo-choqués. Alors du coup, ils commencent à propager le contraire de ce qu'ils ont juste avant véhiculé au maximum. Et les pseudo-choqués, mais s'il l'était réellement, cette parole, la parole de toutes ces calamités serait confisquée. Donc arrêtez de nous prendre pour des idiots et arrêtons-nous de lire et soulevons-nous avec intelligence. Ils veulent juste que leur passage atténue les futurs discours islamo-racistes des prochains candidats. Zemmour, moi, BHL, Kouchner a dit le pire et les autres diront forcément mieux. Et mieux, dans la bouche de nos dirigeants, reste quand même de l'excrément. Je ne suis pas une déracinée comme ils aiment m'appeler, mais je suis plutôt une enracinée. Enracinée pleine de culture, riche de mon patrimoine, pleine de ma religion, alors que eux voudraient que je me vide de tout pour leur ressembler et me remplir de leurs conneries. Non merci. Maïssa Leroy, alors petite nouveauté ma chère Maïssa dans cette émission, ça s'appelle le d'accord ou pas d'accord avec Maïssa Leroy. Ah ouais. Alors vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Maïssa Leroy? Faites-le savoir tout de suite dans une petite minute. Là 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'était juste pour une info que Mohamed Saleh Hadat al-Yémen, il a été tué. Oui, on en reparlera, madame. Effectivement, oui, on en a parlé tout à l'heure. On va en reparler, effectivement, l'ex-président du Yémen. Merci beaucoup, madame, pour l'info. Alors, le d'accord ou pas d'accord avec Maïssa Leroy sur les médias et le paternalisme des médias. Tiens, on va demander l'avis à Jonathan Baudouin du Bondi Blog qui est avec nous. Jonathan, est-ce que tu partages l'avis de Maïssa? Moi, je le partage. Après, j'approfondirai un petit peu parce que paternalisme, pour moi, ça renvoie un petit peu plus à la droite. Et quand il s'agit de la gauche, je parlerai de fraternalisme. Et ah bon? J'emploie ce terme parce que je le tiens d'Aimé Césaire. D'accord. Parce qu'il avait écrit sa lettre à Maurice Thorez en 1956, au moment où il indique son départ du Parti communiste français. Ok. Et où il définit l'attitude condescendante justement de la direction blanche du Parti communiste, avec Maurice Thorez en tête, face aux camarades non blancs, et notamment tous ceux qui sont issus des colonies ou des Antilles, Aimé Césaire martiniquais bien entendu, et il définissait comme suit, je vais essayer de faire ça de mémoire, il s'agit de grands frères qui, imbu de sa supériorité, vous tend la main, de manière parfois rude,
pour l'amener vers le chemin qu'il connaît, vers la civilisation et le progrès. Celui qui nous impose. Oui. Le paternalisme, il va être plus paternel dans le côté plus frontal. Le fraternalisme, ça va être plus une manière un peu plus vicieuse finalement de s'approprier. C'est un peu caressé dans le sens du poil. Voilà, mais finalement le but reste le même. C'est dénaturer l'autre. On va voir ce que Fatima en pense. D'accord ou pas d'accord avec Maïssa? Fatima, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Moi, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, que l'Afrique est encore colonisée mentalement. Oui. Peut-être que tous les pays d'Afrique ont un drapeau, une constitution, ceci, mais mentalement, ils sont encore. Non, mais la question par rapport, Fatima, par rapport au l'avis tranché de Maïssa Leroy il y a quelques instants, qui dénonce le paternalisme des médias avec cet extrait de Bernard Kouchner qui parle à Yacine Bellatar, mon gars, qui le tutoie. Est-ce que tu partages l'avis de Maïssa? J'ai pas vraiment entendu complètement l'avis, donc je peux pas. Expliquez-moi un peu. Ah bah ça y est, on vient de le dire, on vient de le faire, ma chère Fatima. Donc la prochaine fois, quand vous appelez dans le d'accord ou pas d'accord, essayez d'écouter un minimum quand même. C'est la base. Merci en tout cas Fatima, à tout à l'heure, plus tard, en tout cas peut-être dans le cadre de Libertad. Voilà, d'accord ou pas d'accord. Là en tout cas sur oui. Facebook, donc, parce qu'on est en direct live, on a Nourdine qui nous dit je suis d'accord Maïssa. Et je suis entièrement d'accord avec toi Maïssa. Moi je sais que j'ai vu la manière dont il a été interpellé en direct. C'était juste catastrophique. Non mais en plus ce qu'il faut savoir c'est que Yacine a quand même fait ses preuves. C'est-à-dire on va regarder les choses avec des lunettes paternalistes et justement avec cette condescendance. Yacine a fait ses preuves, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait du journalisme, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans le stand-up, qui a pris des cours de théâtre. C'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien et qui représente une certaine catégorie. Et qui se permettent ça avec le statut qu'il a. C'est-à-dire que vraiment, quand c'est d'autres personnes qui sont en face d'eux, ils sont encore pires. Ça veut dire que là, il était aux yeux du monde, avec des caméras, et il se permet de parler comme ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est tellement naturel que limite ça c'était une forme de respect la manière dont il lui a parlé. La manière dont ça s'est passé, moi en tout cas dont je l'ai ressenti, c'est que en fait Yacine Bellatar était vraiment dans un débat contradictoire. En face on avait trois personnes dont Kouchner effectivement qui allait dans le sens islam et islamisme c'est la même chose. Oui. Lui a défendu cette position. Oui. Kouchner a pas du tout supporté en fait et il a perdu pied. Voilà et du coup dès qu'on perd pied c'est un peu comme à l'époque quand on a des personnes qui nous appartiennent, on tape. Voilà. Bon, alors, faut qu'on avance en tout cas. Bah, écoutez, c'est très bien pour ce premier avis tranché. Un deuxième arrive dans quelques instants. Ne bougez pas. On va parler maintenant du zapping sur France Maghreb 2. Le zapping, on va le commencer. Il était l'invité d'Artisson Salut les Terriens samedi soir, donc tu l'as pas vu puisque t'as pas de télé, Maïssa. Eh oui. Florent Pagny, qui en a particulièrement marre qu'on lui répète ses problèmes d'évasion fiscale. Et là, il s'est un peu, pour le coup, énervé. Écoutez. Présent d'abord, tu vois. Voilà, maintenant on est là. On est là. Et avec Frédéric Lopez. Et on vit ça. Mais non, mais c'est vrai. En vous observant, c'est compliqué de tout à coup entendre des. Moi, je dois toujours me défendre. Maintenant, c'est que des choses. Pas à te défendre, on t'attaque pas. Mais si. Florent ne répond plus aux questions sur le film. Mais voilà. Oui, mais moi, je sais pas ne pas répondre. Ça me saoule, j'en ai marre. J'en ai marre des journalistes. Le mec du 7 à 8, putain, son reportage, il était super. C'est cette voix off de merde. Où ça ne parle que de pognon, ça parle que de choses dégueulasses. Donc on peut dire un mot, c'est important parce que j'ai l'impression de comprendre tout ce qu'il dit et j'ai l'impression que ceux qui nous regardent comprennent tout ce qu'il dit et j'ai l'impression que vous comprenez tout ce qu'il dit. Bien entendu. Et donc ce qui est troublant, c'est que là il est dans un domaine bienveillant, il sait que vous l'aimez bien, mais c'est pas tout le temps comme ça. En fait vous êtes en train de faire des vannes sur la rumeur, mais vous savez qu'il paye ses impôts. Le fait de faire 1 million par an, ça renforce le truc. Je peux dire un petit truc. Oui. Soit Florent élude l'impôt dans son pays et ne participe pas à l'effort collectif. Mais c'est même pas vrai. Non, mais attends, je dis soit. Mais les règles sont les règles, on est obligé de les payer. Moi, je suis franco-français. J'essaye de te défendre. Non, mais je ne dis pas que tu m'attaques. J'essaye de préciser une chose que tout le monde n'arrive pas à comprendre. C'est qu'à un moment, nous, quand on fait ce qu'on fait, nos prestations, elles sont sur le territoire français. Eh bien, on paye le taux français en France. C'est tout. Et donc, je dis, soit il élude l'effort que nous devons tous faire pour notre pays, et dans ce cas, c'est un salaud, et dans ce cas, il ne faut pas l'inviter sur un plateau de télé. Soit il ne fait pas ça, et dans ce cas, tu l'invites et tu parles de sa carrière artistique. C'est bien ce que j'essaie. Philippe Gueluc, qu'on a reconnu dans cette émission, donc Salut les Terriens. Alors c'est vrai que Florent Pagny commence à l'avoir marre. Est-ce qu'il a raison? Bah évidemment.
Ouais. Attends, est-ce qu'on fait ça? Les premières personnes qu'on devrait pointer du doigt, c'est tous les profiteurs du système qui font partie du gouvernement et qui se prennent des apparts pendant je sais pas combien de temps et qu'on laisse comme ça, voilà, dans la nature, qu'on laisse tranquille. Et lui, c'est un artiste. Bon, certes, voilà. Ouais. En même temps, il vit pas en France. Non, il vit pas en France. Il vit je sais quel pays d'ailleurs. Portugal maintenant. Portugal, je crois. Mais c'était pas Argentine plutôt. Argentine, oui, non mais ouais, Argentine, ouais, effectivement. Mais bon, après, à la limite, s'il paye ses impôts, bah tant mieux. S'il les paye pas, bah écoutez, le fisc. On le sait, on a des preuves par rapport à tout ça. Je sais pas. Écoutez, il y a beaucoup de. Le fait qu'il ait été effectivement ennuyé par le fisc, vous avez fait cette chanson Liberté de penser, vous vous en souvenez? Voilà, à l'époque. Tous, voilà. hein. Ouais. Alors dans le zapping, on va changer de sujet maintenant. Au printemps prochain aura lieu le congrès du Parti Socialiste. Oui, je sais, il existe encore. Une manière pour les héritiers du parti de Jean Jaurès et de Léon Blum de sortir des difficultés actuelles et de se relancer donc après les échecs des présidentielles et des législatives. Qui dirigera le parti? La question se pose, mais les candidatures, elles, se font connaître. Stéphane Le Foll, l'ancien ministre socialiste, se dit prêt à y aller, mais à certaines conditions. Écoutez-les. La décision de peser et de porter ce débat, elle est prise. La preuve, c'est que je suis venu un dimanche à BFM. Je préfère souvent rester chez moi. Et si j'ai écrit ce texte, c'est parce que je veux peser. Après, je ne veux pas revivre les congrès que j'ai déjà connus. Des petites batailles, des petits enjeux de personnes et des jeux qui font perdre, et je l'ai dit, et la sincérité de l'engagement et la cohérence qu'on doit trouver si on veut à nouveau être audible aux yeux des Français. Voilà, donc un éventuel futur président du PS, Stéphane Le Foll. Il y en a une aussi qui revient en beaucoup. Najat Vallaud-Belkacem. Ouais. Ouais. Le Parti Socialiste. Oui, elle a, comme dit Maïssa, Lol, elle a une très mauvaise réputation. On le voit énormément sur Twitter. Mais, je voudrais juste savoir. Pourquoi tu dis lol en fait Elle a fait un carnage au niveau de l'éducation nationale, qu'elle écoutait pas les besoins des parents. Bien près du micro, mais ça. Qu'elle écoutait pas les besoins des parents quand on voyait les catastrophes, que ce soit les associations de parents d'élèves, au niveau des pédagogies, elle en a fait qu'à sa tête. Elle écoutait pas les manifs. Enfin voilà quoi, elle était là que pour sa pomme, son petit grade, et puis voilà, elle a pas fait grand chose pour les gens. Après, moi sans la défendre, j'ai aucune affection particulière pour Najat. Oui. Non, c'est pas pour la défendre, mais je trouve que le lynchage il est un peu exagéré dans le sens où effectivement elle a été ministre de l'Éducation nationale. Oui, elle a été porte-parole aussi, je crois. Voilà. Mais elle a récupéré aussi un ministère qui était à genoux, avec un Benoît Hamon qui a démissionné entre autres. Enfin, je veux dire, elle est pas non plus responsable de tout l'échec. Oui, donc elle a fait des choses, elle en a pas fait, comme tous. Voilà. C'est pas le problème d'éducation nationale, c'est que, comme j'avais expliqué lors d'un avis tranché, je sais pas si tu te souviens, Christophe, c'est qu'en fait il y a des mesures qui sont appliquées et que tous les 2-3 ans, quand on a un nouveau ministre, et ben il y a un putsch éducatif et des nouvelles mesures et on fait, et on redéfait et voilà. Et on n'a absolument rien de stable et surtout on n'a pas une vision sur le long terme. Allez, un dernier petit truc dans le zapping. Lui, il a quitté le PS. J'aurais bien aimé glisser un petit mot sur le PS parce que. Bah attends, tu vas pouvoir le faire, t'inquiète pas. Lui, il a quitté le PS. C'est samedi. Génération.s, le nouveau nom donné à son mouvement chez le confrère de RTL. L'ancien candidat socialiste est revenu donc sur les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte. Benoît Hamon, bien sûr. J'avais le sentiment d'être dans un enclos où dominait le déni. Le déni par rapport à notre propre histoire et notre propre responsabilité, celle des socialistes. Ce qui m'intéresse, c'est pas de devenir patron d'un appareil. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être le chef d'un enclos. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui, sincèrement, s'inscrivent dans la tradition qui a toujours été celle du Parti socialiste, qui est la démocratie jusqu'au bout, comme disait Jean Jaurès. Encore faut-il que les représentants de ce parti soient à la hauteur des aspirations et des idéaux des membres ou des simples adhérents de ce parti. Voilà, Benoît Hamon qui crée donc son mouvement, ça y est, c'est officiel. Tiens, Jonathan, parce que tu voulais t'exprimer là-dessus. Je voulais surtout m'exprimer sur le PS en général, parce que là, quand même, moi, ce que je remarque, c'est que le PS, il suit ce que d'autres partis connaissent, sociodémocrates ou socio-libéraux connaissent en Europe, et ce qu'on peut appeler la PASOKisation. C'est-à-dire, en fait, comme le PASOK, le Parti socialiste grec, qui était ultra dominateur de la gauche, dans la gauche grecque jusqu'à 2009.
au moment où il y avait Papandreou qui était au Premier ministre et qui a dû faire des plans d'austérité dans lesquels la Grèce est toujours enfermée à l'heure actuelle. En conséquence, le PASOK a seulement 13 députés et a fait 5% des voix en comptant des alliés en 2015. Donc, et vu comment était le PS en 2012 et quand on voit ce qu'il est en 2017, c'est-à-dire qu'il a perdu 90% de ses élus à l'Assemblée, c'est quand même une trajectoire assez forte et on le voit partout. Ouais. On le voit aussi en Allemagne, on le voit en Italie. Les seules exceptions qui confirment cette règle, c'est le Portugal, dont on parle très peu, mais qui pourtant est quand même là, avec un gouvernement dirigé par le PS, mais soutenu par la gauche du PS, et le Parti travailliste autour de Jeremy Corbyn, qui a réaffirmé un langage très socialiste, au sens historique du terme, et qui pourrait être en mesure de devenir le prochain locataire du 10 Downing Street si jamais Theresa May était obligée de démissionner vu les difficultés qu'elle a en ce moment. Jonathan Benoît avec nous du Bondi Blog. Est-ce que Madame Zawani est prête pour son avis tranché? Oui, tout à fait. Bon, alors c'est parfait. Nous allons y aller pour l'avis tranché donc de Hanan Zawani dans cette émission spéciale Afrique jusque 18h avec notre deuxième invité qui arrive dans quelques minutes. Jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va parler, il me semble, un peu histoire dans l'avis tranché d'Hanan Zawani. Oui, tout à fait. J'en profite effectivement de cette émission spéciale Afrique pour rendre un hommage aux tirailleurs sénégalais et notamment parler à nos auditeurs du massacre de Tiaroy, donc qui a eu lieu le 1er décembre 1944, donc date à laquelle l'armée française en fait décimait ces indigènes. Donc le massacre de Tiaroy en fait s'est déroulé dans un camp militaire de la périphérie de Dakar au Sénégal le 1er décembre 1944 quand des gendarmes français renforcés de troupes coloniales ont tiré sur des tirailleurs sénégalais qui étaient en fait des anciens prisonniers de guerre récemment rapatriés et qui manifestaient pour le paiement de leur indemnité et pécule promis depuis des mois. Donc le bilan officiel rappelé par François Hollande lors d'un discours à Dakar en 2012 est de 35 morts, sauf que dans un rapport du 5 décembre 44, le général Dagnan dénombrait déjà 70 militaires décédés. Donc juste un petit rappel en fait des événements. Donc la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée que ceux de Tiaroy, donc parmi les premiers prisonniers de guerre libérés ont été démobilisés. Suite à une opération de blanchiment, on va dire, des troupes françaises, ils attendent le versement d'un pécule en fait constitué de leur arriéré de solde et au lieu de le faire en France, le ministre des économies leur promet d'être démobilisé à Dakar. Donc de là, le contingent en fait est rassemblé. Donc c'est à peu près 1635 tirailleurs qui embarquent le 5 novembre sur un navire britannique et qui arrivent à Dakar le 21 novembre 44. Donc sur 1950 tirailleurs, on a la 350 qui refusent en fait d'embarquer, fort heureusement. Donc le groupe est acheminé sur Bamako. Commencent à se rebeller parce qu'ils attendent leur solde. Le général Dagnan décide de faire une démonstration de force, donc suite à des manifestations et des demandes légitimes. Donc de là, on a des gendarmes renforcés de soldats en fait, avec des chars légers, des automitrailleuses et un Half-Track qui sont mobilisés. Donc ça entraîne
en fait un combat. Donc on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui qui le premier a tiré. Donc résultat officiel entre guillemets 35 morts. Sauf que comme je vous l'ai dit sur le rapport de 1944 on a 70 morts. Donc aujourd'hui ce qui se passe c'est que ce devoir de mémoire a été fait par le président Hollande, mais que on a une historienne qui s'appelle Armelle Mabon, donc qui précise en fait que le chiffre de 35 morts c'est la version officielle depuis 45, mais qu'aujourd'hui on a des documents qui remettent en cause ce chiffre-là, et surtout des documents qui peuvent prouver une responsabilité, voire même que ce massacre en fait a été anticipé. Donc, il y a eu une demande de procès qui a été fait par le CRAN en fait pour obtenir la révision en fait du procès des tirailleurs. On a la Ligue des droits de l'homme également qui demande de reconnaître les faits puis d'assumer les responsabilités. Donc aujourd'hui, on est pratiquement dans un statu quo où effectivement les documents en fait sont entre les mains des historiens. Et maintenant, on a des historiens en fait qui demandent, qui nous disent que l'État français donne les lieux en fait où ont été enterrés ces personnes, et que les responsabilités soient avérées et les fautes qui reconnaissent leurs fautes, tout simplement. Donc voilà, un hommage aux martyrs de Thiaroye, qui ont été pendant 70 ans totalement occultés de la mémoire. Jonathan, peut-être une petite réaction sur ce que vient de dire Anan, sur son avis tranché en l'occurrence. Moi je connais pas tellement cette histoire, donc je vais essayer d'être un peu mesuré pour le coup, mais c'est assez aussi symptomatique de la relation qu'entretient la France avec ses afro-descendants, et en l'occurrence en plus des soldats, dans un contexte justement, c'est les contextes de la fin de la guerre, puisque c'était encore le gouvernement provisoire, c'était De Gaulle au pouvoir, il n'y avait pas encore eu d'élection, ni d'établissement de la nouvelle constitution, à savoir celle de la 4e République. Donc on est dans un contexte assez touffu, assez compliqué pour organiser en fait la société. Et là, là, c'est beaucoup plus grave que ça. Oui, mais c'est pour ça. On a des prisonniers qui demandent leur solde de guerre, qu'ils ne l'ont pas. En fait, ils en reçoivent juste un quart. On les démobilise à Dakar, alors qu'on aurait pu très bien les démobiliser ici en France. Et qu'il y a un massacre qui s'ensuit. Donc, ce massacre, en fait, il est juste effectivement révélateur de l'état d'inégalité profonde au sein de l'armée, les indigènes pendant la période de colonisation, et que pratiquement 70 ans plus tard, on sait toujours pas où ont été enterrés les morts, que il y a effectivement l'État qui a gracié, parce qu'il y a eu 35 personnes qui ont été emprisonnées, donc il y a eu une grâce de l'État, mais qui dit grâce, ça veut pas dire que en fait il porte toujours cette responsabilité de ce massacre, et que surtout les veuves de ce massacre ont pas reçu le solde. Voilà, donc c'est quand même très très grave. Bon, alors dans un instant, messieurs, là, on va parler de la France-Afrique. On va continuer de parler de l'Afrique. Merci en tout cas, Anan, pour cet avis tranché que vous pouvez revoir d'ailleurs sur Facebook, sur France Maghreb 2, pour l'avis tranché, puisqu'il était en direct. Dans un instant, on poursuit donc cette émission spéciale avec encore 3 thèmes, donc il va falloir faire vite, coup de cœur, etc. Et notre deuxième invité aussi qui arrive dans un instant. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec Anan Zamani, avec Maïssa Leroy et avec Jonathan Baudouin du Bondi Blog, mais aussi nous accueillons notre deuxième invité qui est arrivé, ma chère Anan et Maïssa. Oui. Alors Régis, bonjour Régis. Bonjour à vous. J'ai pas envie d'écorcher votre nom, est-ce que vous pouvez nous le dire comme ça? Régis Mutombo Katalaï. Et vous êtes le fondateur du site Negronews.fr.
c'est bien ça. Un site d'ailleurs qui est très 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 suivi a priori. Oui, très suivi. On est à 530 000 je crois abonnés sur Facebook. Ah oui. Et plus d'1 million de visites chaque mois sur le site. C'est quoi la spécificité du site negronews.fr? C'est l'information de la communauté, l'information de la population noire, francophone principalement, mais qui traite de l'actualité des Noirs à travers le monde. En France ou à travers le monde? À travers le monde. À travers le monde, oui. D'accord. Mais principalement en France parce que le monde francophone manque cruellement d'informations, je trouve. D'accord. Alors première réaction peut-être, Régis, sur la visite d'Emmanuel Macron la semaine dernière en Afrique. Qu'est-ce que tu en retiens? Quels a été un petit peu les avis qui ont circulé au travers des commentaires que tu as pu voir, recueillir? C'est intéressant de constater qu'il y a une différence quand Emmanuel Macron et quand les présidents et dirigeants français se déplacent en Afrique francophone et en Afrique en Afrique anglophone, comme ça a pu être le cas lors de sa visite au Ghana. Au Ghana, oui. Et quelle est la différence? La différence, c'est qu'il y a clairement une différence de traitement, il y a une différence de ton dans le discours, il y a une différence d'approche, et on constate encore une fois le retard et malheureusement le manque de considération qu'on a au niveau de l'Afrique francophone par rapport à l'Afrique anglophone. Alors, on va parler maintenant de la France-Afrique avec vous tous, donc autour de cette table sur France Maghreb 2 dans le LGF. La France-Afrique, qui peut peut-être la résumer en une phrase? Ça veut dire quoi la France-Afrique exactement? En une phrase, la néocolonisation, la poursuite de la colonisation, clairement. Alors quand Emmanuel Macron, j'allais pas dire propose, mais dit voilà, si vous voulez sortir du franc CFA, c'est à vous de le faire, etc. Le franc CFA, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les Africains et les pays qui l'ont? À partir du moment où nous ne sommes pas les garants, comme disait le président Macron, la France est le garant du franc CFA, et ça veut dire clairement que les Africains ne sont pas les garants de leur propre monnaie et de la monnaie qu'ils utilisent. Donc à partir du moment où vous n'êtes même pas garant de la monnaie que vous utilisez, vous n'êtes pas garant de la situation économique de vos pays, il est difficile d'être garant aussi de sa souveraineté. Jonathan Baudouin du Bondi Bloc, je pense que en l'occurrence tu as une spécificité économique justement pour nous parler de ce franc CFA. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Clairement non. C'est juste en fait un contrôle et un élément de souveraineté qui échappe aux pays francophones qui ont été colonisés par la France d'ailleurs pour le coup, et qui se retrouvent dans une trappe à pauvreté qui est fortement problématique. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, moi j'avais interviewé un économiste et qui a été aussi ministre du Togo, qui s'appelle Kako Noboko, qui avait sorti l'année dernière un livre qui s'intitule Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA. Et justement, il expliquait que son positionnement c'était pour une sortie du franc CFA parce que il était un frein et qui servait davantage la rente que l'économie réelle ou la production agricole, industrielle et la production de services. C'est en cela et que je le rejoins. Et puis aussi ce qu'il me disait dans cette interview qu'il avait accordée d'ailleurs au Bondi Blog en mars dernier, c'est que l'Afrique francophone est en train de préparer sa sortie du franc CFA. Elle n'a pas d'autre choix en fait. Et que, en l'occurrence, il m'avait dit qu'à l'horizon 2020, il y aurait une monnaie commune au sein de l'Afrique de l'Ouest, comprenant donc des pays comme le Ghana et comme le Nigeria, ce qui est quand même pas rien. Et de même qu'à l'horizon 2063, et ça ce serait quand même assez fort, qu'il y ait une monnaie commune africaine sur tout le continent. Tout le continent. De Tanger jusqu'au Cap, de Dakar jusqu'à Djibouti en passant par Kinshasa. Est-ce que je peux me permettre Oui, Maïssa. Je pense que c'est quand même un peu utopique parce que il y a quelque chose à faire en amont. Là, le franc CFA, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que concrètement, dans la tête des Africains, de l'Algérie, comme tu l'as dit, en Afrique du Sud, en passant de l'Est à l'Ouest, il y a un problème vraiment au niveau de la mentalité. La mentalité est clairement colonisée en fait. Elle est continuellement, c'est-à-dire ils sont partis mais ils ont continué leur travail à coloniser les esprits et même aux personnes qui ont émigré dans c'est pas seulement les esprits, c'est plutôt c'est même pire, ce sont les structures, les sociétés, les structures économiques et sociales. En l'occurrence, il faut prendre les entreprises qui sont présentes, ce sont des multinationales, il n'y a pas que les multinationales françaises, on parlait de la Chine justement tout à l'heure. Donc il y a ça aussi.
Et même, il y a un élément que je tiens à rajouter, c'est que les échanges commerciaux entre pays africains sont extrêmement minoritaires. On est d'accord. Donc c'est pas seulement une mentalité, c'est surtout une structure qu'il faut tout revoir. Et à ce moment-là, bon. C'est une politique en fait globale. C'est une politique globale, c'est une politique économique. Est-ce que par exemple, Mouammar Kadhafi qui avait de gros projets pour l'Afrique. Oui. C'était peut-être un exemple à suivre. Je suis très dubitatif par rapport à Kadhafi parce que déjà même son rôle par rapport à la mort de Sankara, il est quand même obscur. Ouais. Et puis Kadhafi, pour moi, c'est un peu le larbin devenu témoin gênant et qu'il fallait liquider. Donc à partir de là, peut-être l'avis de Régis là-dessus sur tout ce dont on vient d'évoquer, sur Kadhafi, sur le franc CFA et sur le fait, par exemple, qu'il y ait une monnaie globale sur tout le continent africain. Est-ce que ça paraît utopique? Non, c'était je crois d'ailleurs à sa décharge le projet de Mouammar Kadhafi. Oui, absolument. Qu'il y ait une monnaie unique, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je pense on l'a éliminé, que l'Afrique puisse avoir son indépendance monétaire, économique. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est peut-être pas une lumière sur tout, Mouammar Kadhafi, mais c'est quelqu'un qui avait apporté, qui a été visionnaire sur beaucoup de choses. Alors justement, on parle beaucoup, lorsqu'on parle de l'Afrique et en général de colonisation, est-ce que cette fameuse colonisation perdure au moins dans les esprits, dans les têtes, avec par exemple l'expansion, l'installation de grosses sociétés multinationales françaises, mais pas seulement aussi. On a posé la question à Emmanuel Macron chez nos confrères de Trace TV, je crois, à propos de colonisation. Il en reparle là, il va certainement en reparler d'ailleurs de passage en Algérie, c'est sûr, presque mercredi prochain. Écoutez la question et la réponse d'Emmanuel Macron. Il déclarait que la colonisation de la France envers les États africains était un crime contre l'humanité. En tant que Française d'origine congolaise, je suis très touchée et très contente d'apprendre que vous pensez cela de la colonisation de la France envers l'Afrique. Ma question est la suivante. Comme tout crime contre l'humanité, on peut dire que cela mérite réparation. Vous, à votre niveau en tant que chef d'État français, quelles mesures êtes-vous prêt à mettre en place pour répondre des actes de la France sur le continent africain? Moi, je pense que la réparation, elle est mémorielle. Cette jeune femme, elle n'a pas vécu la colonisation. Et donc, elle ne peut pas construire sa vie, son projet de vie, la relation avec le pays où elle est, la France, avec ça. Et je ne vais pas dire la France doit verser un subside ou reconnaître ou indemniser. Ce serait totalement ridicule. Et d'ailleurs, en termes de mentalité, c'est pas une façon de construire son avenir. Par contre, pour qu'elle puisse pleinement se construire, avoir sa place, il faut qu'il y ait une réconciliation des mémoires. Moi, c'est ce à quoi je tiens beaucoup. C'est-à-dire que dans la mémoire française, dans l'histoire de la France, comme de l'histoire de l'Afrique, on doit parler de ces pages noires comme des pages glorieuses. Et donc, il y a un travail mémoriel et un travail historiographique qui doit se poursuivre. Le Memorial Act, qui a été ouvert il y a quelques années en Guadeloupe, fait un travail remarquable à cet égard et a permis de reconnaître justement la mémoire de l'esclavagisme, la place que ça a eu, en particulier évidemment dans les territoires d'outre-mer français, mais aussi sur tout le continent africain. Et c'est cela que nous devons, on doit continuer à le creuser. Mais j'ai souvent dit, ni déni, ni repentance. Il faut regarder les choses en face, c'est notre histoire commune. Mais nos générations n'ont pas vécu cela. Et parfois, des générations de dirigeants africains l'ont vécu, parce que ce sont les premières qui sont sorties de la colonisation. Mais si nous restons piégés par cette histoire, elle est sans fin. Elle est sans fin. Et c'est une histoire de revendication, de discours, où les implicites sont du coup toujours teintés de colonialisme. Soit que ce soit un colonialisme qu'on cherche à perpétuer, soit que ce soit un anticolonialisme qu'on cherche en quelque sorte à revisiter. Non, je crois qu'il faut regarder de manière très dépassionnée cette période. Il faut regarder les choses qui ont été faites en face. Il faut regarder ces pages noires avec la France, les regarder avec lucidité. Un pays ne peut pas se construire lui-même et construire sa relation avec les diasporas, la jeunesse issue de l'immigration, s'il ne reconnaît pas cette part d'histoire qu'ils ont dans la République française. Emmanuel Macron, alors, qui veut prendre la parole, par exemple, pour réagir à ce que vient de dire? Je vais prendre la parole. Ça a été, je sais pas, ça a duré 2 minutes, quelque chose comme ça. Ouais. C'est 2 minutes assez difficiles à entendre. Pourquoi ça c'est difficile? Difficile parce que on nous impose notre ressenti. Nous sommes victimes
malheureusement, sans se victimiser, nous sommes victimes et on nous dit, écoutez, vous n'avez pas vécu la colonisation. Mais la raison pour laquelle même on parle français et la raison même pour laquelle on vit en France, c'est la suite même et c'est le résultat même de la colonisation. Ouais. On ne peut pas dire à des descendants, des descendants de colons qui disent à des descendants de colonisés, vous devriez vous sentir comme ceci ou comme cela et vous devriez avoir tel sentiment et telle mémoire. Et c'est comme ça qu'on va réparer les choses. Déjà, normalement, ce sera à nous, il faudra nous demander à nous qu'est-ce qu'on voudrait comme type de réparation. Et pas nous l'imposer. Mais alors quand il dit par exemple effectivement il faut laisser l'histoire à l'histoire en quelque sorte, essayer d'avancer, de passer à autre chose. C'est facile de dire c'est facile de dire ça quand on est du côté de ceux qui ont du côté des dominants. Et quand on est du côté des dominés et qu'on a besoin justement de réparation, vous ne dites pas à une femme violée oublie ton viol et passe à autre chose. Donc les plaies sont évidemment pas tout à fait refermées pour le simple fait que on soit là des Noirs et des Arabes qui parlent français, c'est simplement la suite de la colonisation. Clairement, c'est le résultat. En tout cas, c'est au moins le résultat de la colonisation. D'où ma question pour ce thème. Donc, la colonisation, est-ce qu'elle perdure toujours? Elle perdure toujours. Bien sûr. Ouais. Toujours. Bien sûr. Est-ce que, par exemple, tiens, Jonathan, est-ce que cette fameuse colonisation a peut-être un peu faibli, peut-être dans les mentalités? On voit qu'il y a quand même des peuples africains qui se réveillent, qui se font entendre. Bon, les responsables africains, on va dire qu'ils soient tous quand même à la hauteur, pour le coup. Mais il y a quelques dirigeants africains qui se sont fait remarquer et qui essaient comme ça de valoriser une certaine fierté, de certaines aussi un certain désir de pouvoir s'en sortir sans justement l'aide de son colonisateur de l'époque. Ouais, il y en a certains, mais après, ce qu'il y a surtout, c'est qu'au niveau français, par contre, l'état d'esprit est resté le même. Et moi, je rejoins Régis par rapport à le fait que la langue, c'est finalement le résultat c'est le résultat de la colonisation, mais c'est surtout c'est un signe de dépendance qui marque encore au fer rouge. Mais si on va encore plus loin, c'est le simple fait, encore une fois, que nous soyons issus de l'immigration, le fait qu'on vive ici, qu'on a un traitement différent. D'accord, parce qu'on le sait très bien, le fait qu'on soit issu de l'immigration, on n'est pas traité de la même manière. Rien que le fait d'être arrivé, d'avoir été mis dans des quartiers où il y a la pauvreté, etc. La scolarité, les chances, etc. Donc déjà rien que là-dedans, on est encore dans la colonisation. C'est quoi la différence entre quand ils étaient dans nos pays et qu'ils pillaient, qu'il y avait encore pas de chance, c'est-à-dire on était habitants du pays, on nous enlevait nos chances de réussite. Et c'est la même chose ici, donc la colonie elle continue, elle dure et perdure. Bah oui, parce qu'en fait c'est quand on voit les vagues migratoires, mais elles sont liées à quoi? Elles sont liées au fait que les structures économiques et sociales n'appartiennent pas aux populations locales et donc du coup elles se retrouvent forcées à s'exiler. Et quand j'entends Macron là qui parle justement de crimes contre l'humanité, mais il y a quelques mois il disait le contraire. Faut peut-être le rappeler aussi. Est-ce que c'est normal qu'on soit obligé de quémander quelque chose auquel c'est même pas un droit, c'est un devoir qu'ils ont. C'est-à-dire on est en train de quémander un devoir de mémoire, une justice, quelque chose, alors que c'est un juste retour des choses. Vous êtes venus, vous avez pillé, on est venu, c'est normal que vous vous excusiez, vous nous avez tout enlevé, c'est pour ça qu'on est venu, sinon on serait resté. On va aussi parler de la femme africaine, parce qu'elle a un rôle tout particulier quand même en Afrique. Cette femme qui dans certains pays n'hésite pas à faire les travaux les plus compliqués, les plus difficiles, qui est vraiment remplie d'un courage exemplaire, extraordinaire. Cette femme africaine qui porte à bout de bras justement la famille, les enfants, et en même temps travailler, en même temps essayer de survivre dans certains pays. Si vous aviez peut-être, Régis, une petite phrase ou deux sur la femme africaine, comment vous la voyez dans son ensemble, avec ses spécificités bien sûr selon les pays, mais on va dire quoi là. C'est quoi ton nom ? Je sais pas s'il y a des mots pour qualifier la grandeur de la femme africaine. Il y a un site qui s'appelle Femmes d'influence et d'une amie à moi qui est Sarah, à qui je passe le bonjour. Les vraies femmes d'influence sont nos mamans africaines. Ce sont les vraies femmes d'influence parce que elles portent à elles seules des fois toute une famille. Et elles ont un courage incroyable et on ne peut que le saluer.
Donc oui, un grand. Quand je dis ça, je pense à ma mère, je pense à ma femme, je pense à ma belle-mère, je pense à mes tantes, ces femmes africaines qui ont le courage de se partir de leur pays aussi et de se refaire dans un autre pays, apprendre des fois aussi une autre langue, élever leurs enfants et faire de nous les hommes que nous sommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de courage. Jonathan ? Je pense aussi à nos aïeux. Moi, là, pour l'instant, je pense à ma grand-mère maternelle qui a quand même élevé 12 enfants, dont ma mère et plusieurs de mes oncles et tantes au Congo-Zaïre. Et qui sont pour certains restés au pays, mais d'autres, voilà, comme ma mère qui vivent en France, en Belgique, aux États-Unis ou en Afrique du Sud et qui sont démerdés, qui ont fait leur chemin, qui ont fondé leur propre foyer, qui ont permis justement à ces enfants-là de s'élever aussi et d'avoir une dignité, une fierté et de la faire partager à l'ensemble des générations. Et ça, moi, malheureusement, je l'ai pas connue hyper longtemps, ma grand-mère, et je pense à elle maintenant, et je la remercie aussi du fond du cœur. Hanan Zamani, la femme africaine, elle a un rôle tout particulier. Oui, la femme africaine a un rôle tout particulier. Donc, effectivement, on leur rend hommage pour leur courage, le fait qu'elles prennent en charge totalement leur famille. Moi, je pense surtout à ces milliers, voire millions de femmes qui ont toujours pas accès à l'éducation. Donc, c'est un combat qui est important à mener. Donc, voilà, leur rendre hommage à elles, dire que oui, c'est une réalité. L'Afrique est un continent pauvre, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique appauvri, un continent riche, oui. Oui, parce que c'est un continent extrêmement riche avec ses matières premières, etc. Appauvri, Régis, il n'y a pas de souci, mais en tout cas où les familles vivent dans des conditions très difficiles, on peut pas le nier, et qu'on a des jeunes femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, alors qu'elles pourraient valoriser cette société. Aujourd'hui, dans les 10 pays les moins scolarisés, 9 se trouvent en Afrique. On a parlé de la situation des femmes du Maroc et notamment dans les campagnes il y a à peu près 15 jours. C'est une réalité qui aujourd'hui est présente de l'Afrique du Nord jusque l'Afrique du Nord, en passant par le Nord, par l'Est et l'Ouest. Donc voilà, je pense que l'éducation c'est le progrès le plus important qu'on a à faire au sein de nos communautés. Donc voilà. Maïssa, la femme africaine, qu'est-ce que ça t'évoque, Maïssa Leroy? Le berceau du monde. Ouais. Pour moi, c'est, je pense à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, à mes arrière-arrière-grand-mères. En plus, nous, on est des familles de matriarches, en fait. Que des femmes très puissantes dans la famille. Donc, voilà. Et du coup, franchement, quand ma mère me raconte les anecdotes de sa mère qui a dû élever ses petits frères et sœurs alors qu'elle avait que 9 ans parce qu'elle s'est retrouvée orpheline, parce que justement, ils sont partis au combat. Mon grand-père qui, lui, dans la guerre de 14-18, était là alors qu'il n'avait que 14 ans, d'accord, dans les premières lignes. J'ai envie de dire, la femme africaine, elle a porté, elle a bercé le monde, elle a, enfin, pour moi, je suis toujours hyper admirative, surtout des mamans qu'on peut voir ici, avec qui on a grandi, qui ont toujours été accueillantes, elles ont toujours le sourire, alors qu'elles ont vécu les pires choses. Alors que nous, on a grandi dans le confort, finalement, on porte leur tristesse. Parce que voilà, on s'est retrouvés, malgré nous, justement, avec ce poids-là, et à la fin, voilà, on n'est pas content, on est en colère, parce qu'on les a vus souffrir, et en même temps on a la pleine conscience des injustices, en fait. Alors on va se prêter à un exercice, si vous voulez bien, parce que on a adressé évidemment toutes les problématiques. On va essayer de terminer sur une note positive pour parler de l'Afrique, parce que l'Afrique c'est vraiment un continent à aller voir, à aller visiter, tellement il est rempli de spécificités selon les endroits. D'ailleurs, dans un même pays,
je pense par exemple à l'Algérie, vous allez au nord et au sud, c'est carrément une autre manière de vivre. Les traditions sont pas les mêmes, etc. Je suppose que dans vos pays respectifs, que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ça doit être à peu près la même chose. Il y a, selon les régions, évidemment des spécificités, d'ailleurs, comme on peut en retrouver en France. Si vous aviez aujourd'hui à dire, pour essayer à ce que ce continent africain retrouve toutes ses valeurs et que ce continent africain puisse se débrouiller par lui-même avec ses grandes forces, parce qu'il y en a d'énormes évidemment et qu'elle évite justement d'être dépouillée par les autres, quelles seraient deux mesures fortes pour que l'Afrique soit à la pointe de la technologie et que l'Afrique soit ce qu'elle devrait et ce qu'elle a toujours dû être peut-être. Tiens, Régis par exemple. Alors, deux mesures fortes. Deux mesures fortes pour essayer à ce que le continent africain soit ce qu'il aurait toujours dû être finalement. Bon, déjà on a un vrai souci, je vais t'aider un petit peu Régis, c'est que aujourd'hui les États africains sont dirigés par des dirigeants qui ne méritent pas. Une des mesures. Donc déjà parce que le peuple reprenne le pouvoir peut-être. Rendre le pouvoir au peuple, aux citoyens, au peuple. On l'a vu lors du discours qu'a fait Macron à Ouagadougou. Ouagadougou, pardon. Donc là les étudiants, on avait des étudiants fiers, des étudiants puissants qui revendiquaient des choses, qui dénonçaient la France-Afrique, qui dénonçaient la place de l'économie française dans ces pays et qui malheureusement il les a pas écoutés. Donc je suppose et je suis certaine que tous les étudiants et puis tous les jeunes, toute cette jeunesse africaine a vraiment envie de reprendre ce pouvoir et que c'est une jeunesse en plus qui crée des entreprises où on a des femmes également qui créent des entreprises. Donc moi je pense que la sauvegarde viendra par une vraie citoyenne, un vrai pouvoir qui est pris par le peuple et par la création de richesses en local. Après peut-être qu'il y a quelque chose aussi à changer, c'est qu'aujourd'hui toutes les matières premières effectivement elles sont exploitées par des Total etc. Mais qu'elles sont pas transformées dans le pays. Donc déjà qui récupèrent leurs matières premières, qu'on leur donne effectivement les technologies pour qu'ils puissent les exploiter et les transformer. Et là effectivement comme le dit Régis à juste titre, on n'aura plus une Afrique appauvrie, j'ai dit pauvre, je m'en excuse. On aura une Afrique qui sera forte de ses richesses humaines, économiques, ressources naturelles et tout ce qu'il faut. Alors deux mesures fortes Régis pour l'Afrique. Pour terminer cette émission. Pour l'Afrique francophone, dans un premier temps, une rupture claire et une rupture nette avec la France. Quand on parle de rupture, c'est toutes ces relations qu'il y a eu post-coloniales. Il est pas possible de revoir cet échange. De revoir cet échange, déjà c'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti parce que. Donc toi ça passe par ça passe par une rupture. Là, en tout cas le peuple déjà souhaite la rupture. C'est reculer pour mieux revenir. Voilà. Finalement. Le peuple souhaite une rupture, donc il faudrait que les dirigeants suivent. Et oui, clairement une deuxième mesure, mais ça se suit. Une rupture avec les dirigeants qui ont été en place jusqu'à présent. Parce que le peuple ne veut plus de ces dirigeants-là. Et ils sont aussi responsables. C'est bien de regarder du côté de la France et dire que la France est le grand méchant loup. Mais on a aussi nos défauts chez nous et de garder ces dirigeants en place. C'est peut-être aussi notre défaut. On n'a pas assez travaillé sur le fait que on ne devrait plus avoir ces dirigeants à la tête de nos États. Alors Jonathan Baudouin du Bondi Blog, pour terminer, les deux mesures fortes pour l'Afrique. Je rejoins un petit peu Régis sur l'idée des dirigeants complices. Moi je les considère comme des boulets qui enchaînent le continent pour beaucoup, au niveau francophone. Mais par contre, moi j'ai regardé le discours qu'avait fait Nana Akufo-Addo, président de Ghana, quand Macron est allé le rendre visite à Accra la semaine dernière. Et là, pour le coup, on voit qu'il y a une tonalité différente dans l'Afrique anglophone, et c'est peut-être aussi ce sera un moyen de s'en inspirer quelque part pour les membres de l'Afrique francophone. Et aussi, ce qu'il faudrait, c'est que la diaspora
se mobilisent davantage. On a un peu oublié d'en parler, mais c'est dur quand même. Il se trouve, moi j'ai un grand rôle à jouer. Mais mais la diaspora a trop de rôle à jouer, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle s'essouffle. Elle s'essouffle, mais en même temps, si jamais il y a un truc grave, elle sait se mobiliser. Par exemple, quand il y a eu la manif le 18 novembre pour le Mali. Non, par rapport à la situation en Libye. Oui. Moi je suis allé voir parce que déjà la situation m'intéressait et que j'étais en tant qu'afrodescendant horrifié par ce qui se passe en Libye. Et pour la première fois depuis longtemps, je voyais des afrodescendants et ça je le revoyais plus depuis un moment. Donc la diaspora a un grand rôle à jouer au niveau politique, au niveau économique, à travers la capacité aussi de son épargne. Elle peut épargner et utiliser son épargne pour le continent africain qui saura être productive. C'est ce que je crois en tout cas. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on a oublié évidemment beaucoup de sujets, mais il fallait faire court. J'espère qu'on a été à l'essentiel et on sera certainement amené à en reparler de l'Afrique et on n'attendra pas cette fois-ci Macron qu'il y retourne pour en parler à bien des égards. Voilà ce que m'a permis cette émission, puis cette semaine spéciale Afrique, ça je tenais aussi à le dire. C'était une vraie volonté pour moi. Que effectivement à titre personnel on ait un regard beaucoup plus axé sur ce qui se passe politiquement en Afrique parce que on est très au fait de ce qui se passe aux États-Unis, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en me disant mais en fait tu sais absolument pas ce qui se passe et puis regarder peut-être un petit peu plus de ce côté. Donc peut-être que de temps en temps Christophe je donnerai des infos importantes et fortes en suivant Negro News. On va remercier en tout cas donc Régis, fondateur du site negronews.fr. C'est moi qui vous remercie. Et puis également Jonathan Baudouin du Bondi Blog, évidemment. Merci à vous. Et puis vous pouvez nous retrouver sur Negro News et puis sur Bondi Blog. Dans un instant, les coups de cœur de Maïssa et de Hanan et Libertad. J'espère qu'on aura le temps. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes de cette émission que nous avons consacrée donc en grande partie à l'Afrique avec nos invités qui étaient avec nous en studio, Hanan Zawani et Maïssa Leroy, bien sûr sur France Maghreb 2. Et cette question du jour que l'on vous pose, bien sûr, à savoir donc le foot et ces équipes du Maghreb qui sont qualifiées pour bien le premier tour pour ce mondial, pardon. Est-ce qu'il y en a une des deux qui va réussir à passer le premier groupe selon vous? Est-ce que c'est le Maroc ou est-ce que c'est la Tunisie? À la grande surprise générale, pour l'instant, c'est le Maroc qui est devant. Donc le Maroc qui tombe pour le coup dans un groupe de la mort avec l'Espagne et avec le Portugal, ce qui risque quand même d'être assez compliqué. Il y a peut-être plus de personnes, plus de Marocains qui suivent. Peut-être, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Alors, maintenant, on va passer au coup de cœur. Coup de cœur de Hanan et de Maïssa. Jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Tiens, on va commencer par toi, Hanan. Oui, alors je voulais dédicacer mon coup de cœur à une militante, Aminata Traoré, donc qui est la voix discordante du Mali. Donc plus qu'une militante, c'est l'ancienne ministre de la Culture au Mali, qui est altermondialiste, donc écrivain également du livre L'Afrique humiliée. Donc pourquoi ce coup de cœur? Parce que c'est une des rares personnalités politiques en fait à s'être opposée à l'intervention militaire de la France au Mali. Donc je la cite, les extrémismes religieux se nourrissent au Mali comme ailleurs de la misère humaine. Il ne suffit pas de donner des armes et de l'argent au pays pour le faire sortir de la crise. Donc s'indigne l'essayiste africaine. Pour que le Mali retrouve son équilibre, il ne faut pas faire la guerre au djihad, mais la guerre au chômage et à la misère. Donc voilà. Donc pour cette phrase juste magnifique et triste de réalité, je lui dédie mon coup de cœur. Et on va parler d'un film avec Maïssa. Oui. Ah, un film. Ah oui. Alors raconte-nous un peu. Alors j'ai été voir C'est tout pour moi en famille avec de Nawel Madani. Et comment dire, le premier mot qui me vient, c'est vraiment puissant.
Il est puissant d'émotion, il est puissant par la BO, il est puissant par les jeux d'acteurs qui ne sont pas tous des acteurs professionnels. Ils sont juste vrais et percutants. On passe un vrai bon moment, pas de clichés, énormément de bienveillance dans le scénario. Ça fait vraiment du bien. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est que la sœur de Nawal Madani, donc elle est voilée et en fait, ça, on comprend que c'est juste sa sœur, quoi. Ils ont deux chemins différents, mais c'est sa sœur et elle est là et ça se passe bien et puis voilà. Eh ben, on va écouter la bande-annonce. Ah bah oui. C'est parti. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. 6, 7, change. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti, Lila. T'as rien à m'expliquer, tant que t'es sous mon toit. C'est moi qui dictais les règles. Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué. Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment? Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Wow, t'es humoriste, toi. Je sais. À 25 ans, je quitte Bruxelles pour sur Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, bon, on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire? Bah, le français. Voilà, le film C'est tout pour moi de Nawal Madani qui est sorti donc la semaine dernière dans les salles de ciné. Mercredi dernier. Franchement, il est vraiment bien. Anan, ça te donne envie d'aller le voir? Bah oui, moi je suis pas une grande fan de Nawal Madani, mais j'aime beaucoup son impertinence, donc j'irai la voir. Bon, eh bien, très bien. Ainsi se termine donc sur ce conseil donc de Maïssa d'aller voir ce film. C'est vrai qu'on me l'a aussi conseillé, donc on va aller le voir et puis encourager évidemment Nawal Madani. Alors avec le jour ce où on film. a Nawal Madani et Ahmed Silla, je fonds. Ah ouais, ah d'accord. Il est en train de tourner un film actuellement. Ah bon? Ouais, oui, je suis très fan de Ahmed Silla. J'ai aimé l'ascension. Ouais. J'imagine. Bon, allez, bah merci beaucoup en tout cas toutes les deux. Oui. Ah, il y a pas de Libertad? Ah bah non, il y a pas le temps. Il voulait le faire discrètement, mais non. On va pas se faire engueuler. Ah ouais, bah après c'est mon ami Medjahid que j'ai pas envie non plus, toi, d'amputer sur son émission, le pauvre. Eh bien merci à tous en tout cas, merci à Régis et Jonathan, tous les deux, à toute l'équipe du HF. Demain, on reprend, j'allais dire, un circuit normal dans cette émission avec demain Austin Ras, il y aura aussi Nasser Lajili et probablement peut-être aussi Sofiane Nagdari. Donc tout beau monde cette semaine, un bon plateau qui vont se succéder tout au long de la semaine, tous les jours, tous les soirs, de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Merci d'écouter votre radio, il est 18h01. Pardon pour le retard, Marine Garel pour le flash. Bonne soirée à tous. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La situation au Yémen, selon une chaîne de télévision yéménite contrôlée par les rebelles Houthis, l'ancien président Ali Abdallah Saleh a été tué lors de combats. Plusieurs photos et vidéos montrent un homme ressemblant à l'ancien président, âgé de 75 ans, avec une plaie mortelle au niveau du crâne. Sa mort pourrait constituer un tournant majeur dans le conflit qui ensanglante le pays depuis son départ du pouvoir en 2012. L'Union européenne et le Royaume-Uni se rapprochent d'un accord dans les négociations sur le Brexit. Déclaration sur Twitter de Donald Tusk, le président du Conseil européen. Il s'est entretenu avec le Premier ministre irlandais. La question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord est l'un des 3 thèmes prioritaires fixés dans la première phase de négociation. Et dans le même temps, Theresa May s'est rendue à Bruxelles pour rencontrer notamment Jean-Claude Juncker. 11 200 postes d'auxiliaires de vie scolaire vont être créés dès septembre 2018. Un contrat estampillé éducation nationale sera proposé aux auxiliaires de vie scolaire pour lutter contre leur précarité. Un total de 5 280 000 foyers ont déclaré au moins un don sur leur feuille d'impôt sur le revenu, soit une baisse de 4,2% par rapport à 2015, alors que leur nombre avait peu varié depuis 10 ans, selon le 22e baromètre de la générosité du réseau Recherche et Solidarité publié aujourd'hui. Et moins d'un mois après la décision du tribunal administratif de Lyon, qui a jugé illégale l'installation d'une crèche de Noël dans le hall du siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, son président Laurent Wauquiez a trouvé un moyen de contourner le problème. Il vient de dévoiler une grande exposition de Santon dans les lieux.
Une exposition qui provoque la polémique depuis son inauguration fin novembre à Berlin. Elle est consacrée aux personnes qui sont mortes en se battant pour leurs convictions. Mais cette exposition s'intéresse également à l'un des membres du commando terroriste qui s'est introduit dans le Bataclan. Les artistes tentent de se justifier en expliquant vouloir élargir la notion de martyr. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.